Alors, quand on s'est laissé lors du dernier cours, je vous ai donné beaucoup de lectures, je vous ai donné beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à contempler. Ce cours ici va être un peu plus court. On va passer à travers quelques concepts par rapport à l'échange gazeux, qu'est-ce qui se passe dans nos poumons de façon plutôt chimique, physique à l'intérieur des poumons. On va se concentrer sur l'échange gazeux. On va regarder quelques autres concepts qui se retrouvent pas nécessairement dans le manuel, mais dans les photocopies, mais qui se retrouvent dans le manuel. Par la suite, je vous avais demandé, j'ai demandé à votre enseignant ou votre enseignante lors du dernier cours de vous rappeler d'apporter un sac en papier. J'espère que vous en avez apporté un. Sinon, je m'imagine que vous allez être capable peut-être d'en trouver un dans l'école à quelque part, peut-être aller voir dans la salle d'art, peut-être il y a possibilité là, ou même possibilité de trouver des sacs en papier dans la salle, dans la cuisine. Autrement, il va peut-être falloir trouver un sac ou un contenant hermétique. Ça peut être un sac en plastique aussi. Juste faites attention. Bien sûr, je ne veux pas que personne se fasse mal. Alors, on va utiliser ça pour faire une activité un peu plus tard. Je vais vous montrer l'activité que je veux que vous faites. Alors, je vais vous donner du temps pour faire ça aujourd'hui, mais avant, je dois vous expliquer quelques petits concepts. On passe à travers de ça, et par la suite, je vous donne du temps pour compléter l'activité que j'aimerais récupérer une fois que je revienne. Donc, je vous ai quitté, on avait parlé un petit peu du mécanisme de la respiration chez les mammifères. On avait parlé des muscles intercostaux, on avait parlé du diaphragme. Nous allons maintenant parler de l'échange gazeux. Puis je vous avais mentionné les différents pourcentages du gaz carbonique ou du CO2 qui quitte et qui entre, qui quitte notre corps, puis la quantité d'oxygène qui se dissout dans notre corps. Et puis on va voir plus spécifiquement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps par rapport à cet échange gazeux. Maintenant, si on tourne la page ici dans vos photocopies à la page 8, on a un beau diagramme ici qui nous montre à quoi ressemble un peu notre système pulmonaire mélangé avec notre système circulaire. Alors, c'est ici notre système circulatoire. On doit réaliser que le système respiratoire et le système circulatoire est lié de façon très directe. Okay? Un ne peut pas bien fonctionner sans l'autre. Et on doit avoir les deux et les deux doivent bien fonctionner pour pouvoir vivre, en fait. Alors, on se souvient des alvéoles et puis je vais vous porter votre attention à la page 259 de votre manuel. OK? Et puis on voit ici les alvéoles. Puis j'avais expliqué ici l'air quand on respire entre et sort de ces petits sacs qui se retrouvent dans nos poumons. Okay? Quand l'air entre pendant une fraction d'une seconde, l'air va remplir les alvéoles vont gonfler, vont prendre du volume. Et puis qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un échange. Alors qu'est-ce qui arrive, c'est ces petits vaisseaux sanguins-là sont appelés des capillaires, c'est des très très petits vaisseaux sanguins, sont tellement petits que la peau qui les entoure, alors la membrane qui permet le sang de rester, est seulement une ou deux cellules d'épaisse. Alors, une ou deux cellules, c'est pas beaucoup, et ça permet à l'oxygène et au dioxyde de carbone d'entrer dans le sang et d'y sortir. Alors, le sang, lui, il va arriver dans les alvéoles, il va arriver par un petit vaisseau sanguin, il va se séparer dans les centaines de capillaires à l'intérieur de chacun des alvéoles. Okay? Puis pendant qu'il passe dans ces capillaires-là, les molécules de dioxyde de carbone qui sont gazeux dans le sang vont sortir. Comme une bouteille de Pepsi. Quand tu ouvres une bouteille de Pepsi, les petites bulles qui sortent, c'est du dioxyde de carbone. Alors, cette pression peut maintenant sortir parce qu'elle est exposée à l'air, parce que ça ici, c'est l'intérieur, c'est de l'air, comme quand on ouvre une bouteille. Alors, ce dioxyde de carbone sort et en prenant sa place, l'oxygène va prendre la place du dioxyde de carbone. OK? Et va se dissoudre dans le sang.
OK? Et ce dioxyde de carbone-là va sortir, l'oxygène entre, et l'oxygène, une fois qu'il est entré dans le sang, continue son trajet et entre à l'intérieur du corps via un autre vaisseau sanguin. Alors, on voit, c'est un peu un cycle. C'est un cycle qui continue pendant qu'on respire. C'est un cycle permanent. Chacun des alvéoles est branché à des vaisseaux sanguins, un après l'autre, comme on peut voir ici. OK? Et c'est là où se passe l'échange gazeux. Ça, c'est très, très important. L'échange gazeux, c'est ce qui fait qu'on est vivant présentement. Dans cet échange gazeux-là, okay, pour nous dans les alvéoles, on se souvient dans le cours qu'on a vu la dernière fois, dans d'autres organismes, ils ont différents systèmes. Alors, pour aller chercher l'oxygène chez une bactérie, ça va passer direct à travers la diffusion. Chez un ver de terre, ça va être la diffusion cutanée. Okay? Et chez les poissons, la diffusion va se faire à l'aide des branchies. Et chez nous, c'est à l'aide des alvéoles, à l'aide des poumons. OK. Alors, l'échange gazeux se fait là. Je vous avais demandé aussi, lors du dernier cours, de faire une petite recherche Wikipédia, dictionnaire ou même peut-être dans le livre, d'aller trouver c'est quoi la plèvre. OK? C'est indiqué ici. Les poumons sont recouverts d'une membrane appelée plèvre. Alors, c'est la membrane qui recouvre les poumons. C'est comme un sac. OK? Est flexible. OK? Et puis, ça permet aux poumons de grandir et de rapetisser sans que ça se déchire. Alors, c'est un peu comme une ballonne qui entoure les poumons, qui permet aux poumons de changer de forme sans que on ait des problèmes un peu partout. Ça contient un liquide lubrifiant qui permet à ce frottement. En tout cas, c'est super intéressant. Puis la définition se retrouve à la page 259. Juste un petit apport. Je vous avais parlé de la voie nasale lors du dernier cours. On voit des poils, ça c'est des poils de nez, vous autres. OK? Et puis les poils sont très importants. Ils capturent des allergènes, toutes sortes de particules, de poussière, de choses qu'on ne veut pas qui rentrent dans nos poumons. Il y a aussi des poils, okay, qui se retrouvent tout en descendant notre poumon. Puis de temps en temps, on va cracher des choses qui se retrouvent dans notre poumon. On va tousser. C'est parce que les poils sont remplis de toutes sortes de cochonneries que notre corps ne veut pas qui se retrouvent là. Okay. Alors, si on regarde, on continue dans nos lectures. Je vous avais montré la section ici par rapport au mécanisme de respiration. Ici, c'est un peu les mêmes statistiques par rapport à le gaz carbonique qui entre, qui sort et l'oxygène qui entre. Ici, à l'échange gazeux. On va un peu plus en détail sur l'échange gazeux ici. Je vous avais demandé de lire ça. On parlait ici, on parle de capacité pulmonaire. On parle du volume que nous, on peut respirer de façon courante. Alors, on ne respire pas des grandes quantités quand on respire normalement, quand on est au repos. Mais nos poumons vont contenir quand même un volume de réserve inspiratoire. Alors, on peut inspirer un plus grand volume. Et puis ici, on a un beau diagramme qui montre ça en termes de millilitres. C'est vraiment intéressant. Hey, 6000 millilitres, ça c'est 6 litres. Ça, c'est une très grande quantité d'air. Imagine notre capacité pulmonaire. Maintenant, différentes personnes ont différentes capacités pulmonaires. Ça, c'est super intéressant. Okay? Les meilleurs athlètes au monde vont avoir une capacité pulmonaire incroyable parce qu'ils ont exercé leurs poumons à pouvoir capter et avoir une très grande quantité d'air en réserve, ainsi que leurs poumons sont très, très efficaces. Alors, ça, c'était très super intéressant à lire. Je vous avais demandé de le lire. Okay? Et puis, ici, on a parlé de le volume de réserve expiratoire. On parle de capacité vitale, du volume résiduel et d'efficacité respiratoire. C'est pas des détails super, super importants. Ça, c'est juste intéressant pour vous autres, ceux qui s'intéressent plutôt à la biologie. Ce qui est important, par contre, OK, puis je vous suggère de mettre un petit post-it note ou une petite note à quelque part. Le tableau 8.1 est un beau résumé
des différentes parties du système pulmonaire puis comment ça fonctionne. C'est un beau résumé. On parle de cavité nasale, pharynx, glotte, larynx, trachée, bronche, bronchiole, poumon. On parle vraiment de toutes les étapes de la respiration cellulaire. C'est un beau résumé. C'est une belle chose que vous pouvez garder dans vos notes pour étudier quand ça va venir à faire un examen sur le système respiratoire. Ça, c'est vraiment, vraiment bon. Okay. Encore une fois, je vous avais demandé de lire ça. C'était où ce que je voulais que vous terminiez. Vous avez peut-être déjà lu cette partie ici sur l'écoulement ou à contre-courant. On parle ici des le système respiratoire chez les oiseaux. C'est intéressant, mais c'est pas vital à vos lectures. Si vous voulez le lire, vous pouvez, mais c'est pas quelque chose qui va vous aider dans l'examen pour l'instant. On continue. Alors, je vais vous parler de la régulation un petit peu. Une fois que j'ai parlé de la régulation, je vais vous parler un petit peu du labo. On va passer à travers du labo ensemble. Et puis, par la suite, je vais vous laisser du temps. Mais avant de parler de ça, je vais revenir à mon diagramme ici. Puis, je vous avais parlé de l'échange gazeux, okay, qui se passe dans les veines, dans les poumons. Alors, ici, dans ce diagramme ici, vous allez remarquer qu'on a deux régions ici. Cette première région ici, cette deuxième région ici, sont les poumons de notre corps. Okay? Puis vous pouvez voir capillaire et poumon gauche, poumon droit. On a simplifié le corps en utilisant trois régions ici. Cette région ici représente la tête, donc tous les organes du top du corps, donc le cerveau. Cette région ici, on va considérer ça le tronc et les jambes, donc notre corps. Okay? Et puis ici, c'est où se retrouvent les reins. Alors les reins, c'est l'organe qui nettoie notre sang, qui crée tous les déchets, l'urine de notre corps. Maintenant, faites attention, ok? L'oxygène n'entre pas par un poumon et le dioxyde de carbone ne sort pas juste d'un poumon. Cet échange gazeux-là se déroule dans les deux poumons de façon simultanée, okay? En même temps. L'autre chose dans ce diagramme, vous allez remarquer, on a le cœur au centre. Le cœur est le centre du système pulmonaire et il est au centre du système circulatoire. Okay? Les deux sont liés l'un à l'autre, les deux sont importants, les deux doivent coexister en même temps. Si vous regardez à ce diagramme, il n'y a pas de couleur. Et puis, il y a un endroit dans votre manuel où ça, c'est colorié. Okay? Puis, je ne peux pas le trouver tous. En fait, oui, je peux le trouver. OK. Donnez-moi un instant. Est-ce que c'est... Ici, à la page 289. Je vais vous montrer une version en couleur de ça. Puis on va le rapprocher un petit peu. On va se rapprocher. Puis on va regarder ça en détail. Ça, c'est super, ultra important à comprendre. OK? Alors, donnez-moi un instant. Faire une mise à point. Ça ne sera pas long. OK. Donc, c'est le même graphique qu'on avait vu avant. Et vous allez remarquer que OK, avec les couleurs, c'est beaucoup plus facile à voir qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, ça représente la tête et les bras. Encore une fois, ici, le tronc et les jambes. Alors, le tronc, c'est la partie centrale de notre corps. Ça, c'est nos jambes. Et nos poumons sont, dans ce cas-là, ici. Alors, ce que vous allez voir, c'est que l'échange gazeux se passe ici. Alors, l'oxygène entre. Et puis, le sang qui est rouge, OK, représente le sang qui est riche en oxygène. Alors, c'est le sang que notre corps a besoin pour aller chercher son énergie. Le sang bleu, lui, ça, c'est le sang qui contient beaucoup de dioxyde de carbone. Okay? Alors, ça, c'est le sang qui contient les déchets. Ce que vous allez voir, c'est qu'au centre, on a notre cœur.
Puis vous allez voir, le cœur est séparé en deux côtés. Okay? Tu as le côté gauche, tu as le côté droit. Okay? Maintenant, le côté droit va faire circuler le sang désoxygéné et le côté gauche va faire circuler le sang avec de l'oxygène. Alors, un côté du cœur circule un type de sang, l'autre côté du cœur circule l'autre type de sang. Maintenant, ce qui est vraiment cool, on va commencer au poumon. Donc, le dioxyde de carbone sort, l'oxygène entre. Alors, ce que vous allez voir, c'est que l'oxygène entre, se dissout dans le sang et va directement au cœur via la veine pulmonaire. Par la suite, le sang va du cœur et se sépare à toutes les régions du corps. Alors, un pourcentage du sang va à la tête, l'autre pourcentage va au tube digestif, va au foie, d'autres sang va aller aux reins et d'autres sang vont aller au tronc et aux jambes. Une fois arrivé à ces différentes régions-là, l'oxygène va être distribué à toutes les cellules dans ces régions-là de notre corps qui ont besoin de l'oxygène, pour faire la respiration cellulaire. Okay? Et puis les déchets de ces cellules-là vont venir se dissoudre dans le sang, dans ces différentes régions-là, dans tous les capillaires. Ce sang-là va continuer et va revenir vers le cœur. Puis ce que vous allez remarquer, c'est que les sangs du tronc, des reins, du foie, tout ça va venir et aboutir au cœur ici. Le cœur va pomper ce sang vers les poumons où qu'on va recommencer. Okay? Alors le sang va des poumons au cœur, aux parties du corps, au cœur, aux poumons, au cœur, au corps, au cœur. Alors le cœur est vraiment au centre. Puis pour garder en tête, je vais vous dessiner une petite affaire ici. Ici. Alors, le sang circule des poumons au cœur. Puis là, du cœur, ça va aller aux organes ou le corps. OK? Puis là, après ça, le sang revient au cœur. Okay? Et ensuite, du cœur, ça va au poumon. Alors, poumon, cœur, organe, cœur, poumon, cœur, organe, cœur, poumon. Alors, c'est un cercle. Ça continue de façon circulaire. Okay? Le cœur est au centre. Donc, ceci représente un côté du cœur, ceci représente l'autre côté du cœur. Mais ça circule de façon continue. Okay? Alors, gardez en tête que le sang va du poumon au cœur, puis du cœur aux organes, et ainsi de suite. Alors, c'est un cercle, mais le cœur est toujours entre chacune des étapes. Ça, c'est très important à garder en tête. Maintenant, ce sang, cet oxygène est transporté dans le sang à l'aide d'une molécule. Okay? Donc, l'O2, c'est dans le sang. Et puis, ça circule dans le sang grâce à une molécule appelée l'hémoglobine. Okay? L'hémoglobine est une protéine qui contient du fer. Et puis, quand l'oxygène se lie au fer, ça permet d'absorber plus d'oxygène, puis l'oxygène circule mieux à travers du sang. Si jamais vous faites une prise de sang, pour faire un test pour voir si vous êtes malade ou si vous êtes, il y a quelque chose dans votre corps, vous n'êtes pas certain qu'est-ce qui se passe, un des tests qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vérifier votre taux d'hémoglobine dans votre corps. OK? Maintenant, un bon taux d'hémoglobine signifie qu'on est en santé. Les athlètes, les gens qui travaillent à haute performance, vont avoir tendance à avoir des taux d'hémoglobine plus élevés que les autres. OK? Maintenant, on peut élever le taux d'hémoglobine de façon artificielle en utilisant des stéroïdes.
mais normalement, on veut le faire de façon naturelle. Alors, si tu es un athlète, ben, bien sûr, tu veux le faire naturel. Mais si tu es malade et tu as besoin d'absorber plus d'oxygène ou ton corps l'a vraiment besoin, on peut stimuler le corps à le faire grâce à des médicaments, grâce à des stéroïdes. Puis ça promouvoit plus de sang. Le sang devient plus porteur de plus d'oxygène. Puis ça donne plus d'énergie au corps. Maintenant, ça nous apporte à la section que je voulais vous montrer aujourd'hui sur la régulation. Okay? Et vous allez remarquer ici des alpinistes. Et ça, c'est très actuel. Okay? Alors, si jamais vous faites de l'escalade, puis vous décidez d'aller visiter les montagnes, comme le mont Everest, okay? Ou vous voulez monter le mont Kilimanjaro, okay? Peu importe, vous allez remarquer que plus qu'on monte en altitude, moins qu'il y a d'oxygène dans l'air. Okay? Et puis, ça devient de plus en plus difficile à respirer à l'altitude. Parce qu'il y a moins, l'air est moins dense, il y a moins d'oxygène dans l'air. Okay? Alors, s'il y a moins d'oxygène dans l'air, notre corps doit travailler plus fort pour aller chercher cet oxygène. Et puis, ça cause un problème à l'altitude parce qu'on devient fatigué vraiment, vraiment vite. Puis quand on devient fatigué, notre jugement devient pourri. On prend des pauvres décisions et ça devient difficile de faire ce qu'on veut faire. Maintenant, si on regarde à des gens qui sont élevés ou qui ont été nés ou des gens qui ont... ça fait des générations qui habitent dans des régions alpines à très haute altitude, de façon plutôt naturelle, leur corps est adapté à vivre avec des conditions d'oxygène plus basses. Alors, leur corps est vraiment performant, vraiment bon à convertir cet oxygène. Et ça, c'est pourquoi, si jamais on va pour monter le mont Everest, okay, M. Dion, ou probablement chacun d'entre vous, aurait besoin de porter un masque avec un surplus d'oxygène pour qu'on puisse se rendre. Tandis qu'un Sherpa, du Népal ou un Sherpa de l'Inde même, qui a été élevé dans les montagnes du Himalaya, pourrait probablement monter la montagne avec vous autres sans masque. Parce que leur corps est tellement efficace et tellement bon à convertir l'oxygène, de très peu d'oxygène dans le sang. Puis les autres, ils ont des taux d'hémoglobine très, très élevés, très, très performants. Ça, c'est pourquoi plusieurs athlètes vont aller s'entraîner à altitude pour habituer leur corps à convertir cet oxygène-là en énergie et pour que cet oxygène-là se dissout dans le sang plus efficacement. Une fois que tu retournes au niveau de la mer pour faire ta compétition, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus performant. Donc, la partie ici sur la respiration en altitude, c'est super intéressant. Je vous suggère de le vivre, de le lire. Okay? On parle ici des athlètes. En bas ici, ça ici c'est très intéressant aussi. Je vous suggère de le lire aussi. Bien sûr, on n'a pas besoin de penser à la respiration. C'est un phénomène qui se passe de façon automatique. OK? Et puis la respiration, elle est contrôlée par le bulbe rachidien, okay, qui se retrouve direct là dans notre cerveau, proche. Et puis ce bulbe-là va contrôler nos muscles intercostaux, nos nerfs et le diaphragme. Donc, de façon naturelle, on va respirer sans y penser. C'est sûr et certain qu'on peut se forcer à respirer d'une certaine façon, mais de façon normalement, le bulbe rachidien, lui, c'est lui qui va juste envoyer le signal à tes poumons puis juste dire « Ok, c'est temps de respirer, respire, respire, respire ». Et puis c'est grâce à lui qu'on peut respirer de façon quotidienne puis se souvenir de respirer lorsqu'on dort. Alors ça, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui souffrent de problèmes de rythme de respiration lorsqu'ils dorment parce que des fois, leur bulbe rachidien ne communique pas comme du monde à leur diaphragme, à leurs muscles intercostaux et ainsi de suite. Et ça peut causer toutes sortes de problèmes de sommeil. Alors des fois, il faut
des fois, si tu travailles souvent fatigué, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, des fois, ça peut être un problème comme ça. Maintenant, souvent, c'est pas des problèmes qui sont mortels, mais qui peuvent causer d'autres problèmes un peu plus tard. Okay? On parle un peu plus tard dans les lectures que vous allez faire de la respiration difficile ou impossible. C'est sûr et certain, on parle de la noyade. On ne peut pas respirer dans l'eau parce que c'est quoi une noyade? Ben, une noyade, c'est juste un manque d'oxygène. Okay? Alors, quand on s'étouffe, vraiment, on se noie dans un certain sens parce que on remplace l'oxygène avec un autre fluide. Alors, quand on se noie, on remplace l'oxygène ou l'air avec du liquide. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre corps ne peut plus faire l'échange gazeux. Et puis, boum, on manque d'oxygène et on meurt. Parce que si on n'a pas d'oxygène, notre corps ne peut pas fonctionner. On peut s'intoxiquer au monoxyde de carbone. Okay? Ça, c'est un exemple. Si on se fait renfermer dans un réfrigérateur ou si on se fait enfermer dans une certaine chambre, ça reste d'être un grand problème. Ça, c'est pourquoi nos maisons sont faites à être très bien ventilées parce que ça peut être un problème très, très, très important. Maintenant, au monoxyde de carbone, c'est pas juste notre expiration, mais le monoxyde de carbone peut être le résultat d'une fuite de gaz. Ça pourrait être le résultat d'une fuite dans un tuyau d'échappement d'une voiture. Si jamais vous êtes à l'extérieur en hiver, vous conduisez puis vous prenez le fossé, une des choses qui serait très important à faire, c'est d'aller vérifier le tuyau d'échappement de la voiture et puis enlever la neige du tuyau d'échappement. C'est très commun, les gens qui prennent le fossé puis ils ont froid, alors ils allument la voiture pour se réchauffer. Mais puisque le monoxyde de carbone ne peut pas quitter le tuyau d'échappement, ce monoxyde de carbone diffuse dans la voiture et ça arrive malheureusement trop souvent dans notre société que des gens meurent en raison d'empoisonnement au monoxyde de carbone. La majorité des nouvelles maisons vont avoir un détecteur de monoxyde de carbone, des maisons plus modernes. Les anciennes maisons vont peut-être pas les avoir. C'est recommandé avec un extincteur de fumée d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Je vous suggère de vérifier dans votre maison, voir si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, je vous suggère de parler à vos parents et de leur suggérer d'en acheter un. C'est vraiment pas cher. Je dirais, je peux pas vous dire le prix, j'ai aucune idée, mais je sais que c'est pas si cher. Et puis on peut juste le brancher dans le mur à un endroit de la maison où plutôt central. Tu le laisses brancher, puis si jamais il y a quelque chose, le détecteur il va sonner, puis il va vous le dire avant que les taux soient trop élevés. Et puis dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir les fenêtres, puis essayer de trouver c'est où la fuite, ou peu importe. Alors, ils vont parler d'intoxication de monoxyde de carbone. C'est invisible, c'est inodore, donc on ne le saura jamais jusqu'à ce que ça soit trop tard. Alors, c'est une bonne chose. Un peu plus tard, dans les lectures que je vais vous suggérer, que je vais vous demander de faire, on va parler de la cigarette, des effets de la cigarette sur notre système pulmonaire. Vous autres, la cigarette, c'est dégueulasse. Okay? Vous allez lire ça, puis si vous fumez, vous allez vouloir arrêter de fumer. Puis si vous ne fumez pas, ça va confirmer votre décision de ne pas fumer. Et finalement, la dernière section va parler de la pollution atmosphérique. Okay? Alors ça, c'est aussi une bonne chose avec beaucoup de bonnes informations. Alors, je vais vous laisser travailler dans quelques instants. Ce que j'aimerais que vous faites, c'est que j'aimerais que vous complétiez le labo à la page 270 sur la régulation de la fréquence respiratoire. OK. Alors, lisez bien l'introduction. Vous pouvez le lire ensemble, en groupe, peu importe. Vous pouvez faire ça. Il va falloir que vous soyez en groupe de 2 au moins. OK. Vous allez lire le problème. OK. Le matériel que vous avez besoin, c'est un sac en papier, un chronomètre. Vous pouvez utiliser vos téléphones, vos iPods, même vos ordinateurs. Okay? Suivez la marche à suivre. Okay? Et j'aimerais que vous répondrez aux 2 questions d'analyse, la conclusion, la mise en pratique et aussi le pour en savoir plus. Alors, tout ce labo-là, je veux qu'il soit complété pour le prochain cours. Okay? Alors, vous devriez avoir... là, ça fait à peu près 30 minutes. Donc, vous devriez avoir un bon 45 minutes pour compléter ce labo, répondre aux questions.
OK? Alors, euh, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Je ne vais pas avoir le manuel avec moi. Donc, je m'attends que vous allez faire du mieux que vous pouvez pour ça. Des équipes de 2 maximum. Vous pouvez peut-être être une équipe de 3. Ça ne me dérange pas. Je laisse à madame de décider ou à monsieur de décider. Mais je veux que tout le monde me remette l'analyse et la conclusion de façon individuelle dans le dossier de biologie au coin de la classe. Alors, vous pouvez travailler en équipe. Les résultats, vous pouvez les compiler en équipe. Mais l'analyse et la conclusion, je veux qu'elles soient individuelles. Ça va compter comme un laboratoire pour le cours de biologie. Alors, pour résumer, c'est quoi votre devoir? C'est quoi vos travaux? Okay. Vous avez des lectures à faire. Okay. Vous avez à lire vos photocopies. Okay. Pages 7 à 9 à l'intérieur de vos photocopies. On va parler un peu plutôt 7-8. Ça va jusqu'à 9. Il y a comme 2 lignes à la page 9. Je veux que vous lisez dans votre manuel de biologie les pages. Dans biologie 11. Les pages 265 à 273. Comme on a passé à travers il y a quelques instants. Et finalement, je veux que vous faites aujourd'hui l'exercice à la page 278. Le labo, c'est l'expérience 8B sur la régulation de la respiration, de la fréquence respiratoire. Désolé. Alors ça, c'est votre travail à faire. Okay? Ça ici à faire aujourd'hui. Mais en fait, tout ça. Okay? Puis ça, vous pouvez faire ça à la maison si vous n'avez pas terminé. Si vous avez terminé votre expérience, travaillez là-dessus. Si vous n'avez pas fini votre expérience, je vous suggère de la finir sur votre propre temps. Les tests ne devraient pas prendre tant de temps que ça à faire. Et vous pouvez finir les questions. En fait, vous pouvez me les remettre quand je reviens. Mais n'oubliez pas de les faire. Et puis les lectures, c'est pas beaucoup de lectures, c'est vraiment pas pire. Alors, bonne chance et à la prochaine.